Bien, aujourd'hui, nous avons tenu une séance commune avec nos confrères et consoeurs de l'Académie de l'air et de l'espace. Pourquoi? Il y a un sujet tout à fait d'actualité, l'évolution du monde spatial, en particulier parce qu'il y a une rupture technologique d'une part et il y a un choc industriel d'autre part. La rupture technologique est essentiellement liée aux petits satellites. On vient d'inventer des satellites à propulsion électrique. Alors les experts vous disent à propulsion plasmique. Nous balayons en fait toute la gamme des poussées. La propulsion plasmique des satellites, c'est quelques grammes de poussées qui vont être utilisées pour faire qu'un satellite envoyé par un lanceur, bien sûr, va pouvoir changer d'orbite, se maintenir en orbite et éventuellement revenir. Ensuite, à l'autre bout de la gamme de poussées, nous parlons aussi des lanceurs et là on parle de plusieurs centaines de poussées. Donc nous nous sommes livrés à une après-midi de débat sur un sujet extrêmement large en spectre, puisqu'il allait de quelques grammes de poussée à quelques centaines de tonnes de poussée. Voilà pour le cadre. Maintenant, pourquoi une rupture technologique? Pourquoi est-ce qu'elle nous intéresse à l'Académie des technologies? Nous essayons, par tous les moyens, d'identifier ce qu'il arrive dans notre monde extraordinaire, car il s'accélère beaucoup en termes d'évolution, de connaissances, de process, de techno, et ses répercussions sur l'avenir. Il est frappant de constater que cette propulsion électrique, qui n'a pas été inventée hier matin, qui existe depuis un certain nombre d'années, eh bien en fait, elle a déjà été utilisée commercialement par des Américains et Boeing a lancé des satellites, déjà 2 satellites à propulsion électrique. Quel intérêt y ont-ils trouvé? Quand vous lancez un satellite, vous avez à la fois une masse du satellite et vous avez une masse de la charge utile de ce satellite, au sein de ce satellite. Et donc si vous arrivez, grâce à la propulsion électrique, la propulsion plasmique, à faire en sorte que la masse du satellite peut ne pas augmenter alors que la charge utile à l'intérieur du satellite augmente, vous avez fait un pas significatif. Et bien c'est exactement ce que nous avons évoqué cet après-midi avec nos experts qui nous ont expliqué les vertus de cette propulsion plasmique. Quelles sont les limites? Quand vous avez une poussée extrêmement faible, le changement d'orbite peut prendre beaucoup de temps, jusqu'à 6 mois, certains même ont dit cet après-midi 9 mois. Alors, on peut se mettre à la place des utilisateurs, des opérateurs de télécom par exemple, qui dès lors qu'un lancement a été effectué, dès lors que le satellite est arrivé sur une première orbite, se disent « bon, maintenant, il faut faire fonctionner tout ça car nous gagnons, nous recevons du cash parce que nous assurons le service des télécommunications. » Et quand on leur explique qu'il va falloir plusieurs mois pour que le satellite soit sur la bonne orbite qui permettra enfin d'exploiter le service de télécommunication, là, il y a une petite hésitation. D'où négociation entre le niveau de propulsion plasmique que l'on veut avoir et le temps d'arrivée effectif sur l'orbite. Voilà un des débats que nous avons eu et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on y trouve des équilibres entre un développement technique, un développement technologique et une application économique et commerciale. Alors ça a constitué la première partie de notre réunion de cet après-midi. This is the thing. This is the thing, right? So this is the actual size. It is smaller than most shoeboxes. Le deuxième partie, il est lié à ce qui se passe, au choc qu'a produit dans le monde des lanceurs l'apparition du SpaceX américain. De quoi s'agit-il? Face aux lanceurs bien connus de la filière Ariane, de la filière Soyouz, ou équivalent, Elon Musk, puisque c'est de lui dont il s'agit, ingénieur brillantissime sorti de la Silicon Valley, qui produit par ailleurs des voitures électriques en quantité, qui est un vrai industriel, mais est également un génie, a eu l'idée de changer le mode d'accès à l'espace. Il a une organisation industrielle mise en place qui, apparemment, fait que toutes les activités ayant été réunies, concentrées en un lieu géographique quasi unique, avec des équipes techniques réunies sur un même centre, avec une organisation industrielle unique, il prétend avoir des coûts de lancement extrêmement faibles. I came to the conclusion that there wasn't really a good reason for rockets to be so expensive, and that they could be a lot less. Et c'est vrai que les ordres de grandeur sont là, c'est de l'ordre de 1 à 2, c'est-à-dire qu'un lancement pour une certaine masse de satellites, par rapport à ce que saurait faire Ariane aujourd'hui, eh bien, c'est de l'ordre de 1 à 2. On évoque 10 000 € du kilo sur orbite avec SpaceX, et on évoque 20 000 € du kilo mis en orbite avec Ariane. Et donc, ce choc
qui apparemment se démontrent petit à petit car ils ont déjà réussi 2 tirs, ce qui fait que la communauté internationale se dit mais est-ce qu'ils auraient raison? Est-ce que la fiabilité de leur système est telle qu'ils vont pouvoir répéter tout cela, ils vont pouvoir continuer à offrir des lancements moitié moins chers qu'Ariane? Eh bien, cette révélation, j'allais dire, a fait que la communauté européenne, et française en particulier, s'est réveillée brutalement et vient de décider de changer son organisation industrielle. Et nous avons appris tout récemment que la maison Safran, qui développe les systèmes propulsifs, la maison Airbus ex-ADS, qui développe les lanceurs, ont décidé de créer une joint venture. Et du coup, ils sont en train d'entraîner dans leur sillage une partie du CNES qui avait des responsabilités de maître d'œuvre précédemment, de façon à essayer de créer un ensemble plus unitaire, mieux organisé. Et l'objectif, ce serait que cette nouvelle structure industrielle puisse offrir des coûts de fabrication, de développement et de fabrication, et donc des coûts de lancement qui soient beaucoup plus faibles. C'est peut-être la première fois où l'on voit que la compétition a amené à réfléchir jusqu'à un point tel que, sur la table, les industriels que je viens d'évoquer, Safran, Airbus Group, viennent de déposer tout récemment, il y a quelques jours, sur la table des ministres de l'espace, qui ont eu une première réunion hier, donc vous voyez que le sujet que nous traitons est vraiment un sujet d'actualité, en prévision d'une réunion ministérielle qui se tiendra à la fin de cette année, comme c'est le cas à peu près tous les 3 ans. Donc ce qui nous a intéressés, ce qui nous a passionnés cet après-midi, c'est d'avoir une revue avec nos amis de l'Académie de l'air et de l'espace de l'ensemble de ces données. Nous avons donc fait parler Philippe Couillard, qui est le directeur technique, qui était le directeur technique des lanceurs aérospatial devenu ADS, et qui est également président de l'Académie de l'air et de l'espace. Nous avons fait parler le professeur Blamont, bien connu dans le monde spatial. Nous avons également eu des interventions de Yannick Descata, qui a été président du CNES, et nous avons pu donc organiser une table ronde après ces présentations de façon à échanger. Et les débats ont été intéressants. Je dirais simplement qu'il y a pour certains des positions assez tranchées, exprimées à titre personnel, mais c'est normal dans notre débat de l'Académie. Pourquoi? Certains considèrent que c'est la structure européenne, les lois du juste retour, qui font qu'un système de fabrication d'Ariane est quelque chose de trop coûteux, parce que trop diversifié, trop multiple dans son organisation des études, de ses usines de fabrication, la liste générale des partenaires. Pas assez de maîtrise d'œuvre, et certains disent c'est là qu'est notre véritable drame, c'est ça qui conduit à avoir des coûts élevés. Il faut reconnaître que la démarche spontanée de Airbus et de Safran, avec l'aide du CNES, pour créer une nouvelle organisation autour des lanceurs, est quand même une démarche qui est importante, qui aura des conséquences industrielles fortes, et j'espère avec beaucoup de résultats positifs. Donc voilà en gros ce que nous avons dit cet après-midi, avec une conclusion. Nous sommes loin d'avoir épuisé le débat. Nous sommes en évolution, des propositions sont sur la table, des évolutions de la nouvelle Ariane, qui s'appellera Ariane 6 avec quelques indices peut-être, pour savoir quelle sera sa configuration finale, est une chose. L'organisation industrielle associée pour aboutir à des coûts performants, à des coûts compétitifs, c'est quelque chose qu'il faudra quelques mois encore pour valider, et nous aurons peut-être, dans 6 mois, c'est notre objectif, une nouvelle comparaison. D'un côté, les Américains vont continuer certainement à faire des progrès et des démonstrations avec SpaceX, et de l'autre côté, nous allons voir comment se définit cette nouvelle évolution de la filière Ariane. Donc en résumé, nous avons vécu une après-midi à l'Académie des technologies où nous avons parlé rupture technologique, où nous avons parlé choc de compétitivité et qui amène à des restructurations industrielles significatives. Et donc nous avons l'impression que nous sommes en mouvement et je dois vous dire que c'est cela qui nous plaît.